Hamzat Boukari Yabara, une autre grande figure du panafricanisme, Thomas Sankara, né en 1949 et mort en 1987. Pour vous, c'est l'héritier de Kwame Nkrumah. Oui, incontestablement, en termes d'influence, en termes d'impact, en termes de souffle nouveau, je pense que c'est probablement celui qui a le mieux incarné après Nkrumah le panafricanisme et surtout qu'il a incarné en étant au pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Très souvent, quand on parle du panafricanisme, on a l'impression que c'est un mouvement évanescent qui n'a jamais existé, alors qu'avec des figures comme Nkrumah, comme Sankara, on constate qu'il a été au pouvoir. Et on voit la différence entre ce que ça a été au pouvoir et le reste, tout simplement. Oui. Alors, quel est son parcours à Thomas Sankara ? Thomas Sankara, il a une formation militaire. Donc, autour des années 70, il va notamment se former à Madagascar. Il va être témoin de la révolution malgache qui a lieu en 1972 autour de jeunes officiers comme Didier Ratsirac, d'obédience marxiste, qui rompent avec la France, qui sortent du franc CFA, qui prennent vraiment ce qu'on appelle une seconde indépendance. Et par la suite, il va intégrer l'armée de ce qui était à l'époque la Haute-Volta, devenir un capitaine assez populaire, gagner un certain nombre d'adhésions au sein de ses troupes, se post-former également en France, rencontrer donc autour de sa formation des figures très proches, notamment comme Blaise Compaoré. Et à partir de la fin des années 70, début des années 80, étant devenu de plus en plus populaire, il va être assez proche des pouvoirs politiques et donc il va d'abord avoir un poste de secrétaire à l'information dans un premier gouvernement dont il va démissionner par une formule assez connue en disant « malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Donc on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui ne se laisse pas intimider, qui dit les choses telles qu'il faut les dire. Il va être ensuite mis de côté, puis ressorti ensuite par un autre gouvernement dans lequel il va occuper le poste de Premier ministre, dont il sera relevé à la suite d'une visite d'un conseiller de François Mitterrand qui estimait que ce Premier ministre parle trop. Et en plus, il a invité Kadhafi et en plus, il va au sommet des non-alignés, donc il faut le virer. Donc il sera renversé, mis aux arrêts, puis libéré donc lors d'une révolution du 4 août 1983, menée par ses camarades, dont notamment Blaise Compaoré, qui vont l'installer donc à la tête de la Haute-Volta, que un an plus tard, il rebaptisera Burkina Faso, pays des hommes intègres, et qu'il va diriger dans le cadre d'une révolution, la révolution sankariste, jusqu'à son assassinat le 15 octobre 1987. Alors, il crée les comités de défense de la révolution, chargés localement d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la sécurité, la consommation des produits locaux, encore le contrôle budgétaire des ministères. Était-ce révolutionnaire pour l'époque, pour vous ? Et quel bilan peut-on tirer de l'action de ce comité de défense de la Révolution ? Les comités de défense de la Révolution étaient en partie inspirés de l'expérience cubaine, de la Révolution cubaine, donc c'est évidemment révolutionnaire, parce que c'est une décolonisation du concept de la démocratie, c'est une manière de donner ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir populaire, le pouvoir participatif, aux habitants pour qu'ils puissent décider par eux-mêmes de leur propre destin à leur propre échelle. Donc on sort d'une logique où on a un État désincarné qui décide sans connaître les priorités des populations et on donne ce pouvoir, on délègue ce pouvoir au plus près des populations, donc au niveau des bases, sur les lieux de travail, sur les lieux de vie, sur les lieux où les populations s'organisent et on les laisse décider quelque part de leur propre agenda. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est une autre vision de la démocratie et c'est une vision qui donne justement le pouvoir au peuple. Il a été révolutionnaire aussi dans le sens où il a été l'un des premiers à avoir une politique, par exemple, concernant l'environnement. Politique concernant l'environnement, effectivement, sur la question notamment de la désertification, donc planter des arbres, très important, dans un pays sahélien enclavé. La question également de la sécheresse, du dérèglement climatique, toujours en lien également avec la préoccupation liée à l'émancipation des femmes, puisqu'il considérait qu'il fallait revaloriser l'élément féminin de la nation et que très souvent, les difficultés auxquelles étaient confrontées les femmes étaient en lien également avec cette problématique environnementale. Donc en fait, tout était, je dirais, connecté dans sa vision d'un changement de société, d'une transformation de société. Et effectivement, Sankara, sur les questions environnementales, les questions féministes, les questions sociales, était très en avance sur son époque. Concernant sa politique nationale, économique et sociale, est-ce qu'il s'inspire plus, selon vous, de Frantz Fanon, de Julius Nyerere ou de Nkrumah ?
Alors, de Frantz Fanon, il a pris l'esprit de décolonisation mentale. Il y a beaucoup de petites formules de Sankara qui renvoient en fait à cette nécessité de se désaliéner, soyons fiers d'être africains, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons, de ne compter effectivement que sur soi-même, d'être digne, intègre, et surtout de s'inscrire dans une logique internationaliste comme celle de Frantz Fanon, donc soutenir toutes les révolutions dans le monde. Denis Herréré, il a pris, également en lien avec Fanon, cette nécessité de mettre en avant l'éducation populaire, donc que le peuple soit formé, éduqué, conscientisé, et que surtout les militaires, il le disait, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance, soient formés et sachent quels sont les intérêts qu'ils doivent défendre en tant que protecteurs de la nation. Et enfin, de Nkrumah, ce qu'il a appris de Nkrumah, c'est une lucidité sur le panafricanisme, puisque dans une interview à l'écrivain camerounais Mongo Betty, 1986, dans le cadre du FESPACO, il expliquait que l'OUA est morte et il faut maintenant passer à autre chose, à quelque chose de plus en phase avec les intérêts des populations, et que ça ne sert à rien de sauver quelque chose qui est quelque part moribond. Donc il était vraiment, je dirais, dans l'héritage d'un certain nombre de figures qui l'avaient précédé. Alors sur le plan international, Sankara n'hésite pas à attaquer les grandes puissances, les États-Unis, la France, une politique anti-impérialiste très virulente, et il se fait de nombreux ennemis, à la fois sur le continent, mais aussi à l'extérieur du continent. Oui, je pense que le moment le plus marquant, c'est on a les vidéos, donc c'est le face-à-face avec François Mitterrand, oui. Lorsqu'il dénonce le fait que la France accueille sur son territoire des assassins, des criminels liés au régime d'apartheid, Oui. qu'elle est censée combattre, et qu'il s'étonne de cette dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain. Sankara s'est attiré effectivement beaucoup d'ennemis parce qu'il a soutenu beaucoup de causes justes. Il a pris position sur la question du Sahara occidental, ce qui a amené le Maroc à sortir de l'OUA, le Maroc de Hassan II. Oui. Il a pris position sur la révolution nicaraguayenne, sur les mouvements noirs américains en se rendant à Harlem et en soutenant donc la cause afro-américaine de l'époque. Oui. Il a pris également position sur la question palestinienne, en la liant bien évidemment avec la question de l'apartheid. Et puis sur le continent africain, c'était un jeune révolutionnaire qui volait un peu la vedette au précédent jeune révolutionnaire qui était le colonel Kadhafi. Oui. Et donc les relations avec Kadhafi ont toujours été un peu particulières, puisque l'un et l'autre incarnaient, je dirais, des lignes assez différentes, mais en même temps toutes les deux anti-impérialistes. Alors concernant les États-Unis, il y a cette anecdote intéressante que vous citez dans le livre concernant Harlem. Thomas Sankara disait que tous les dirigeants africains devraient aller tout d'abord à Harlem au lieu d'aller à la Maison-Blanche. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une formule très, très importante et très intéressante parce qu'elle montre en fait en quoi le rôle de la diaspora et donc du panafricanisme est fondamental pour bâtir un pouvoir et une popularité. Je crois que Sankara avait toujours également une vision beaucoup plus large que celle du seul Burkina Faso, puisque du temps où il était au pouvoir, eh bien des étrangers entre guillemets venaient aussi au Burkina Faso pour se former, pour se faire vacciner. Et donc, il avait fait, je dirais, de ce lien entre la diaspora et le continent, eh bien, une ligne de sa politique étrangère. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup aussi lui en ont voulu, et au premier rang desquels, donc, Houphouët-Boigny, François Mitterrand et le colonel Kadhafi. Hamzat Boukari Yabara est avec nous. Il est l'auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Avec Hamzat Boukari Yabara, nous revisitons avec vous l'histoire du panafricanisme à la lumière de l'actualité. Et nous poursuivons la série consacrée au grand panafricain concernant la politique vis-à-vis la politique continentale. Hamzat Boukari Yabara, Thomas Sankara était très critique à l'égard du fonctionnement de l'organisation de l'unité africaine. Oui, alors c'était, je dirais, un président de rupture, c'est-à-dire qu'il rompait avec tous les vieux artifices, il a rompu avec les fameux sommets France-Afrique, il voulait rompre également avec la manière dont l'OUA lui paraissait être, comme beaucoup le critiquent aussi, un syndicat de chefs d'État. Et surtout remettre en avant la dimension, je dirais, révolutionnaire du panafricanisme dans le cadre de l'OUA. Et l'un des éléments justement de cette remise en cause, ce sera le discours de la dette qu'il fera à Addis Abeba quelques mois avant son assassinat, où il demande à tous les présidents réunis dans le Cénacle de refuser de payer la dette, de constituer
le club d'Addis Abeba et d'aller défendre tous ensemble les intérêts de l'Afrique plutôt que d'y aller de manière isolée, en sachant que quand on y va de manière isolée, on n'a aucune chance face aux intérêts immenses que représentent les multinationales et les puissances occidentales. Malheureusement, son discours va déclencher beaucoup de rires dans l'assistance, quelques sourires amusés, mais très peu de soutien réel. Ouais. Et comme il le disait lui-même, si je suis seul à y aller, je ne serai pas là à la prochaine réunion. Oui, Effectivement, oui. la Il avait prochaine déjà, réunion de l'OEA, oui. il n'y sera pas puisqu'il aura été assassiné entre-temps. Est-ce que quand même il était déjà à cette époque-là, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une icône du panafricanisme auprès de beaucoup de jeunes, de mouvements citoyens, mais qu'en était-il à l'époque? Est-ce que, par exemple, dans plusieurs pays africains, même s'il était critiqué par de nombreux dirigeants, Thomas Sankara était considéré comme un héros? C'était le président le plus jeune du monde à l'époque, il me semble. Il est arrivé au pouvoir, il avait 34 ans. Il incarnait vraiment un souffle nouveau, un espoir nouveau pour des millions et des millions d'Africains. Et quoi qu'on en dise, sa politique, notamment la manière dont, par exemple, il va revitaliser le FESPACO, fait que Ouagadougou est devenu vraiment une capitale panafricaine. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes, Fela Kuti, Myriam Makeba, etc., venaient le rencontrer à Ouagadougou. Il soutenait des artistes, il soutenait la jeunesse, il soutenait des réalisateurs comme Med Ondo. Il a vraiment fait un travail, je pense, de conscientisation à l'égard de la jeunesse dès cette époque-là. Ensuite, dans sa politique nationale au niveau du Burkina Faso, le fait que, par exemple, des enfants des pays voisins venaient au Burkina Faso pour se faire vacciner, voire se faire scolariser, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui montre que son aura dépassé le Burkina Faso. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ses voisins, notamment Félix Houphouët-Boigny, en avaient très peur. Pour lui, c'était ça le panafricanisme, c'est-à-dire que ensemble, tout seul, on ne pourra rien faire, mais ensemble, nous sommes une force. Ensemble, nous sommes une force et surtout avec une grande générosité. C'est ça qui est assez surprenant parce que le Burkina Faso n'est pas un pays riche de manière classique. C'est un pays certes qui a des ressources, mais qui c'est pas le Nigeria, c'est pas la Libye, c'est pas voilà. Mais il a mis en place une austérité qui faisait que le peuple était avec lui. La population souffrait, mais elle gardait sa dignité. Et c'est lui qui disait qu'il vaut mieux de l'eau pour tous que du champagne pour quelques-uns. Donc forcément, il était proche du peuple et tous les peuples africains, tous les peuples en résistance, tous les peuples dont des positions, je dirais, anti-élite ou opposées aux élites prédatrices, se reconnaissaient en lui. Et d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes concernant sa gestion même du pouvoir. Par exemple, il ne voulait pas changer de voiture, il avait toujours la petite Renault 5, il prenait souvent le vélo, il faisait l'avion stop. Effectivement, il avait une politique très économe, en décalage total avec la plupart des dirigeants africains qui à l'époque... Et ça agaçait beaucoup de dirigeants africains. Effectivement. Et concernant ses relations avec les dirigeants africains, on sait que les relations étaient très mauvaises avec l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, et on retrouve, comme on l'a vu précédemment, des dirigeants ayant des relations poussées avec la France, en conflit avec des grands leaders panafricains. Oui, je pense que la position de Sankara, alors Sankara a toujours dit qu'il n'était pas anti-français, qu'il n'était pas contre la France, mais qu'il ne reconnaissait pas cette France socialiste à travers son concept des droits de l'homme. Et donc, il a souvent eu des pics vis-à-vis de la politique française, de la France-Afrique de l'époque, et il a toujours voulu s'en émanciper. Je pense que c'est un élément important, et comme on est dans des cercles où soit on reste dedans, soit on est éliminé, la plupart des gros dirigeants de l'époque ne supportaient pas qu'il y ait, je dirais, un mouton noir dans la bergerie, et c'est ce qui va l'amener à trouver des alliances, mais en dehors justement du précaré français, avec Jerry Rawlings, le président du Ghana de l'époque, puis aussi avec d'autres dirigeants, notamment Samora Machel, qui était à l'époque le jeune président du Mozambique, qui sera aussi assassiné, tué dans un accident d'avion, puis aussi d'autres dirigeants au niveau de la Caraïbe, notamment Fidel Castro. Et je pense que Sankara a aussi montré que un pays pouvait s'en sortir sans rentrer dans des mécanismes de dépendance et d'aide vis-à-vis de l'Occident, puisqu'il a demandé à ne plus bénéficier des largesses budgétaires de la France, à s'imposer une austérité. Et il a obtenu des très bons résultats. Les résultats socio-économiques du Burkina Faso sous Sankara ont même été reconnus comme étant les meilleurs résultats de l'histoire du Burkina Faso, y compris par les institutions financières internationales. Donc il montrait qu'on pouvait s'en sortir autrement
que dans le cadre de la dépendance à l'ancienne puissance coloniale. Puis d'autre part, il y avait bien évidemment des critiques sur le franc CFA, sur la francophonie, sur le néocolonialisme, qui sont des piliers pour le reste de l'Afrique francophone. Alors que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de Thomas Sankara? C'est ce que vous venez d'évoquer là. Alors, il reste plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a une œuvre qui n'est pas encore totalement investie. C'était quand même un leader politique, un dirigeant politique qui avait une vision. Donc, sa vision est encore présente et existante. Elle peut être réactualisée par rapport aux défis du continent africain, notamment sur les questions, par exemple, d'écologie ou d'environnement ou de droits et d'émancipation des femmes ou de la jeunesse. Il reste également beaucoup de mystères puisque il a été assassiné donc avec des camarades dans le Conseil de l'Entente, dans un coup d'État qui a donné ensuite le pouvoir à Blaise Compaoré. Donc il y a toute une enquête sur les circonstances de son assassinat. Sur également l'exhumation de sa dépouille, également sur la manière dont il doit être géré dans la période contemporaine. Donc récemment, l'université Ouagadougou a été renommée Université Thomas Sankara. Donc reste à voir dans quelle mesure les principes, les valeurs, les fondamentaux, les idéaux de Thomas Sankara seront inscrits, je dirais, dans des cursus de sciences politiques, d'histoire, de géopolitique ou de droit dans cette université-là et même au-delà de cette université. Et enfin, dernier point, Sankara reste l'icône de toute une jeunesse africaine, panafricaine. C'est un nom qui est un nom de ralliement et un nom qui a aussi laissé beaucoup de sources et d'archives, notamment des vidéos et des discours qui continuent à galvaniser la jeunesse. Est-ce que la mort de Thomas Sankara a provoqué le même traumatisme que la mort de Lumumba? Je pense oui, de manière différente, oui, puisque les deux ont été en partie trahis par des proches, Mobutu et Blaise Compaoré dans les deux cas. Ce sont des destins tragiques, ce sont des destins pour lesquels on n'a pas de dépouille, on n'a pas de reste, donc il n'y a pas eu vraiment de cérémonie. Ce sont des âmes qu'on n'a pas pu accompagner dans un au-delà, dont on n'a pas pu assurer la transmission. Donc je pense que dans les deux cas, oui, il y a une stupéfaction, une sidération qui reste très présente. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui avaient travaillé avec Sankara, quand on les rencontre aujourd'hui, elles disent que ça leur a cassé les ailes, qu'après n'ont rien pu faire et que ça a été une sorte de dépression. Et je pense que l'assassinat de Sankara, c'est la dépression du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara est l'auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme publiée aux éditions La Découverte. Merci.